Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le titre que nous allons développer dans ce journal. Le Mozambique dans la crainte d'une nouvelle catastrophe, celle des épidémies de choléra qui se multiplient par manque d'eau potable. Les opérations d'évacuation se poursuivent. Reportage de nos envoyés spéciaux. La visite en douce de Dominique Voynet au Salon de l'Agriculture par la petite porte pour une photo sans rencontrer les exposants. Gaffe ou provocation, sujet à polémique. Après 8 jours bloqués dans une grotte de Savoie, la lente remonte à la surface de Sylvaine Martel sur une civière. Elle est sortie en fin d'après-midi. Un autre secouriste blessé devrait la rejoindre dans les heures qui viennent. Axel Red en tournée avant la scène du Zénith le 24 mars prochain. La Rousse Flamande trace sa route et multiplie les succès. Axel Red est notre invité. Mais je vous propose tout de suite d'ouvrir ce journal par la situation tragique au Mozambique, un mois après le début des inondations qui ont submergé la quasi-totalité du pays. Aujourd'hui, l'aide internationale se met enfin en place et les autorités sanitaires redoutent plus que tout la propagation des épidémies. Sur le terrain, au nord de Maputo, nos envoyés spéciaux Olivier Galzi et Olivier Robert ont rejoint la deuxième ville du pays, la plus cruellement touchée, pour une ultime opération de secours tentant d'arracher au flot les derniers habitants pris au piège. Sous cette eau, il y avait une ville. Chai-Chai, plusieurs centaines de milliers d'habitants, n'est plus accessible depuis une semaine que par bateau. Nous avons donc navigué dans les rues, ou ce qu'il en reste. Là, on est sur la plus principale de la ville. Pedro González est bénévole. Son bateau a sauvé en 2 jours plus de 200 personnes, dans des conditions parfois extrêmes. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? C'est le courant. Les courants et les serpents. Il y en a partout de serpents. Ils flottent autour du bateau ou ils s'y introduisent quand on ne s'y attend pas. La crue du fleuve voisin est arrivée sans prévenir et laisse aujourd'hui derrière elle quelques scènes insolites. Voici l'aéroport de la ville. Ceux-là ont décidé de rester. En attendant le retrait des eaux, ils vivent au-dessus des cadavres de bétail qui s'entassent dans le hall des départs. Les hommes nous indiquent qu'une vieille dame est en détresse non loin d'ici. L'un d'eux embarque avec nous. La nuit dernière, il a entendu appeler dans cette direction. Soudain, au détour d'un arbre, une voix. Un appel au secours. L'endroit paraît inaccessible et la présence de nombreux serpents dans les arbres rend l'accès très difficile. À la 3e tentative, enfin, la voix prend une forme. Celle d'une vieille dame accrochée à un arbre, accrochée à la vie depuis 6 jours. Okay, photographers, can you move back a bit? Can you move a bit, please? Where? Engata, Niman. Então teca, então teca, Nim. Isso, mama. Isso, Samin. Yeah. Yeah. L'espoir se mêle à la peur, à l'incrédulité. Puis viennent les premiers mots. Je suis perchée ici depuis lundi, nous dit-elle. Je m'appelle Rosalina. Rosalina tremble, elle a froid, elle a faim, elle est déshydratée. Pourtant, à son retour, aucune structure d'accueil ne l'attend. Elle ne devra compter que sur la solidarité des siens. Seul l'hélicoptère français qui nous avait emmenés aurait pu la transporter à l'hôpital, mais il n'a pas attendu notre retour. Rosalina a disparu dans la foule. Et en direct de Maputo, Olivier Galzi, à côté de ces opérations de sauvetage qui se répètent ces derniers jours. Sur place, la préoccupation majeure aujourd'hui, c'est la crainte d'épidémie.
Oui, effectivement. Sinon, une réalité, effectivement, les épidémies aujourd'hui sont une crainte. On surveille particulièrement le choléra et le paludisme, deux maladies qui, il faut le savoir, sont toujours présentes régulièrement dans ce pays, mais dont on a observé ces derniers temps une recrudescence. Le choléra, par exemple, il y en avait 10 cas dans la capitale il y a quelques semaines, et cela est passé à une trentaine de cas aujourd'hui, même chose dans le centre du pays. Donc vous le voyez, on ne peut cependant pas parler encore pour l'instant d'épidémie. Tout cela est surveillé. En revanche, ce qui inquiète particulièrement les organisations humanitaires, c'est la situation plus au nord, dans le centre du pays, des régions qui ont été particulièrement touchées aussi par les pluies et qui pour l'instant n'ont toujours pas reçu d'aide humanitaire, car cette aide se concentre ici, s'engorge presque ici dans la capitale. Alors nous le disions, la solidarité internationale se met en place. La France a complété son dispositif militaire avec l'arrivée du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Quelles sont les forces à pied d'œuvre? Olivier? Écoutez, vous le disiez, la France est arrivée hier, donc elle était opérationnelle aujourd'hui. Oui, la France est arrivée hier, donc elle était opérationnelle aujourd'hui. Ces hélicoptères ont pu transporter des vivres, du matériel. Un Transal a même transporté des soldats allemands qui sont arrivés ce matin plus au nord dans le pays. Il y a aussi les Britanniques qui ont renforcé leur dispositif et puis les Américains qui ont fait beaucoup d'effets d'annonce ces derniers temps que l'on n'a toujours pas vu sur le terrain mais qui devraient arriver théoriquement demain. Tout cela sous la tutelle des Sud-Africains qui étaient présents dès les premières heures, contrairement aux autres pays. Donc on peut dire que la solidarité s'organise. On peut dire aussi que l'opération va maintenant passer dans une seconde phase qui est celle de l'acheminement de l'aide aux populations sinistrées. On ne devrait plus voir ces images d'évacuation de gens perchés dans les arbres. Je dis on ne devrait plus parce que notre expérience et notre reportage du jour malheureusement ont montré qu'il restait encore quelques personnes que les hélicoptères n'avaient pas pu récupérer. Mais maintenant d'une façon générale, les opérations devraient consister dans le fait d'acheminer de l'aide aux populations sinistrées. Merci Olivier Galzi. En France, après 8 jours bloqués dans une grotte de Savoie, la spéléologue Sylvaine Martel a regagné la surface. Les opérations ont commencé un peu après l'aube. Au cours du sauvetage, un spéléologue du Doubs s'est blessé et aurait un problème aux vertèbres cervicales. Thierry Curté. L'air libre et le sourire enfin. 9 jours sous terre et Sylvaine Martel, soutenue et accompagnée par ses amis spéléologues, est de retour. Pendant 9 jours à 250 mètres de profondeur, avec toujours à ses côtés un médecin, elle a attendu ce moment-là. Il lui a fallu 12 heures couchée sur une civière pour remonter. 60 personnes l'ont aidée tout au long du parcours. Quand ils prennent un puits, ça va, c'est facile, il suffit de tirer la civière. Par contre, lorsqu'il faut avancer dans des chatières et avec des virages assez prononcés, c'est très difficile. Et ça se passe dans un boyau qui fait 40 cm de hauteur par endroit, et donc c'est compliqué. Pour faire pénétrer la civière dans les méandres du gouffre, il a fallu épurer, agrandir les passages. On a procédé à quelques 1000 tirs d'explosifs, de la dynamite en petite quantité, un travail lent et méticuleux. Des dizaines de spéléologues sont venus de toute la France pour porter assistance à Sylvaine. Une solidarité que l'on juge tout à fait normale dans ce milieu-là. Effectivement, on est tous solidaires et de toute façon, la spéléo en elle-même, c'est un sport qui est impossible du point de vue si on était seul. Il faut absolument être en équipe. C'est peut-être un des sports où vraiment le travail d'équipe est encore plus fondamental que dans d'autres domaines. Avec un bras cassé et quelques douleurs au cervical, Sylvaine a été évacuée par hélicoptère en direction de l'hôpital de Chambéry. Mais un spéléologue secouriste a été également blessé. Il a chuté pendant le retour à la surface. Il sera à son tour évacué. Un reportage signé Didier Guyot. Une avalanche aux Deux Alpes qui s'est déclenchée cet après-midi sur le domaine hors piste de la station. La coulée qui mesurait 150 mètres de large a emporté un skieur qui est décédé en milieu d'après-midi. Apparemment, il n'y aurait pas d'autres victimes. C'est le groupe de skieurs néerlandais et américains qui aurait déclenché l'avalanche. L'affaire suscite déjà bien des commentaires. Comme point de départ, la venue hier en catimini de Dominique Voynet au Salon de l'Agriculture, simplement pour y faire des photos et en évitant soigneusement les exposants. Cette visite en douce est modérément appréciée. La ministre de l'Environnement, victime d'une nouvelle gaffe, d'ores et déjà, il est question de provocation et de refus de dialogue. Jean-Paul Chapelle, Olivier Sainte-Marie, Emmanuel Beck. C'est dans ce studio improvisé au Salon de l'Agriculture que Dominique Voynet s'est rendu hier soir en catimini. 1h30 après la fermeture du salon, pour faire ses photos. Un document pour défendre la cause des animaux en voie de disparition. Les gens du salon ne voulaient pas s'en mêler en disant attention, ça va être terrible, c'est ton problème, débrouille-toi avec, l'air de dire on le fait parce qu'on te connaît bien et qu'on t'aime bien, mais nous on n'est pas du tout pour. Et puis en fin de compte, elle est venue ici, elle était morte de trouille.
Si la ministre de l'Environnement a eu si peur, c'est qu'elle garde encore en mémoire le souvenir cuisant de sa visite au salon l'an dernier. Bousculée, huée, insultée par les agriculteurs et les chasseurs en colère, elle avait même dû abréger sa visite officielle. Cette année, Dominique Voynet n'a fait qu'un passage éclair, évitant soigneusement les caméras. Je refuse que l'on dise que Mme Voynet est venue au salon d'agriculture. Mme Voynet n'est pas venue au salon d'agriculture. Mme Voynet est venue se faire prendre une photo sur un studio qui est au fond du salon et qui n'a rien à voir avec le salon d'agriculture. Pour le monde paysan, la ministre de l'Environnement symbolise les taxes sur les engrais et insecticides. Aujourd'hui encore, pour les exposants du salon, la visite furtive d'hier soir ressemble à une provocation. En ayant cette réaction-là, ça sera de pire en pire, quoi. Si chaque fois elle fuit devant les éleveurs, devant les agriculteurs, eh bien, elle sera de plus en plus montrée du doigt et de plus en plus sifflée. Entre Dominique Voynet et les agriculteurs, les relations demeurent plus que rugueuses. De part et d'autre, on ne parle décidément pas la même langue. Charles Pasqua chasse sur les terres marseillaises en annonçant un référendum en avril prochain qui établira à l'intérieur de son parti la stratégie claire pour les municipales à venir, avec au centre du débat pour le sud de la France la question de la main tendue ou non vers les élus d'extrême droite. Michael Darmon, Gérard Gallian. Des luttes de courant, une fédération des Bouches-du-Rhône turbulente, et voilà le jeune Rassemblement pour la France qui a déjà tout d'un parti classique. Il faut avoir des fédérations turbulentes partout, parce que comme ça c'est une preuve de dynamisme et la vie c'est ça. Alors pour cette tranche de vie qu'est l'élection des instances départementales, Charles Pasqua est venu spécialement à Marseille. Il s'agit de préserver l'équilibre souvent fébrile entre les partisans d'une droite dure et les souverainistes plus modérés. Même si nous suivons, quoi qu'il arrive, les instructions données par Charles Pasqua, il y a toujours une adaptation, je dirais, au terrain local. Au RPF, on trouve aussi bien des déçus du RPR, de démocratie libérale, que des transfuges locaux de l'extrême droite. Christian Tarelli est de cela, malgré les réticences de Charles Pasqua. S'il y a un parti de droite aujourd'hui qui peut prétendre refaire gagner la droite dans ce pays, c'est le RPF. Dès lors qu'ils nous rejoignent sur nos propres valeurs, c'est faisable. Enfin, je ne tiens pas ce qu'il y en ait trop quand même. Alors, pour masquer ces tensions, à Marseille, mieux vaut parler stratégie pour les municipales, c'est plus fédérateur. Dans toutes les grandes villes, il est nécessaire que le RPF aille à la bataille aux élections municipales sous ses propres couleurs. Charles Pasqua veut désormais compter ses troupes pour préparer son combat contre Jacques Chirac à l'élection présidentielle de 2002. Municipale toujours à Paris, la présidente du RPR, devant l'afflux de candidatures, estime que la situation dans la capitale, finalement, ne sera pas clarifiée avant le mois de juin. Autre bataille qui se profile tout aussi acharnée à un an des élections municipales, la bataille de Lyon. Thomas Dandois. Au sujet des élections municipales. Vous savez que je ne parle pas des élections municipales. Mais qui allez-vous soutenir alors? J'ai dit, mais c'est votre question, passez-moi l'expression, est stupide. Parce que dans la situation actuelle, il y a une grande confusion. Confusion pour Raymond Barre, cacophonie pour d'autres. À droite, 4 candidats se bousculent déjà. L'UDF, Christian Philippe, Henri Chabert et Jean-Michel Dubernard pour le RPR, ainsi que Charles Millon qui fait cavalier seul. C'est le RPR Henri Chabert qui tenait la corde jusqu'à présent, mais il y a quelques semaines, sa mise en examen pour abus de biens sociaux a tout remis en question. Aujourd'hui, il a choisi de se défendre en partie sur Internet. Mais un autre RPR, Jean-Michel Dubernard, commence à y croire, lui aussi. Le chirurgien spécialiste des greffes dresse le bilan de santé de la droite. Pour lui, il y a bien fracture, mais pas urgence. On est un an avant l'élection municipale. Et un an avant, c'est normal qu'il y ait beaucoup de candidats qui présentent leurs projets. Le troisième homme est UDF. Pour tenter de s'imposer, le bras droit de Raymond Barre revendique ouvertement l'héritage du maire de Lyon. Mais il doit encore convaincre la hiérarchie de son propre camp de lui faire confiance. Et pour compliquer le tout, Charles Millon rêve d'un retour. L'ancien ministre, banni de l'UDF pour liaison dangereuse avec le Front National, est le candidat de son propre parti, la droite. Face à ces divisions, la gauche joue la carte de l'unité derrière Gérard Collomb. Et pour la première fois, les sondages le donnent gagnant. Le candidat PS veut une campagne moderne, alors il se branche lui aussi sur Internet.
Comme ils sont plusieurs par formation politique à se présenter, j'ai même visité les 2 sites du RPR. Aujourd'hui, il n'y en a que 2. Hein. Demain, il peut y en avoir plus. Hein. En 1995, Lyon, la ville de droite, avait déjà concédé 3 arrondissements sur 9. Aujourd'hui, le bastion centriste pourrait bien basculer à gauche. Ce serait la première fois depuis 43 ans. Marie-Lise Lebranchu n'a pas hésité à se jeter à l'eau cet après-midi dans une eau à peine à 10 degrés avec quelques 250 autres baigneurs téméraires. La secrétaire d'État au PME et à la consommation participait au traditionnel bain des otaries équipé d'une combinaison, un plongeon symbolique marquant le retour à la propreté de l'eau de mer et des plages après la catastrophe de l'Erika. Cette fin de semaine, un peu plus d'1 million de Français peuvent bénéficier du téléphone gratuit, une mesure à destination de ces victimes des tempêtes de décembre dernier et qui avaient été privées de ligne jusqu'au 3 janvier. Les plus touchés pourront utiliser gratuitement le réseau de France Télécom pendant toute la semaine à venir. L'exemple de ces familles en Charente-Maritime, François Privat, Alain Darigrand. Des lignes téléphoniques provisoires, des réparations effectuées avec les moyens du bord. Plus de 2 mois après la tempête, le réseau du sud de la Charente-Maritime reste fragile. Bon, on a la chance d'avoir le téléphone quand même malgré ces installations. Ce qui fait que, bon, moi je dis qu'il y a danger. C'est un peu dommage de voir ce genre de situation, quoi. Privés de téléphone durant les 2 premières semaines de janvier, les habitants de Saint-Germain-de-Lusignan peuvent converser gratuitement jusqu'à dimanche prochain avec toute la France. On aurait bien aimé pouvoir téléphoner à l'étranger gratuitement, quoi. Puisque pendant cette période, j'ai une belle-mère qui est aux États-Unis. Une simple lettre annonce la bonne nouvelle et plus d'1 million d'abonnés l'ont reçu. Ce droit, je ne vais pas en abuser. Hein. Le téléphone, bon, je m'en sers relativement. Je ne vais pas spécialement téléphoner pour utiliser ce droit que France Télécom nous a offert. Selon la durée d'interruption du service au moment de la tempête, la gratuité des communications s'étale de 2 week-ends à 9 jours. Chez les Martins, certains profiteront tout de même de l'aubaine. À demain matin. Au revoir. Je vais tâcher d'appeler mon mari qui est dans la Marne. Tous les jours? Ben oui. Oui. Et si le téléphone n'avait pas été gratuit? On appelle quand même, mais moins souvent. Le sud de la Charente-Maritime compte de nombreuses zones boisées. Selon France Télécom, la réfection totale du réseau téléphonique nécessitera encore une bonne année. Ce dimanche, journée nationale des grands-mères, l'occasion de vous présenter cette initiative qui permet aux grands-parents d'intervenir dans les écoles 1 jour par semaine de façon bénévole. Une démarche où tout le monde y trouve son compte, comme le montre ce reportage de Laetitia Legendre et Yves Junca dans la banlieue de Lille, en compagnie de cette tonique grand-mère âgée de 77 ans. Bonjour, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Hein. Bon, je peux voir les petits-enfants? Oui, qu'est-ce qu'ils veulent lire avec Mamie Jeannette? Les grands-parents dans l'école, un projet pédagogique proposé il y a 5 ans par une association, Grands-Parents-Enfants. Un moyen de rompre avec la solitude des personnes âgées, un véritable plaisir, surtout pour elles, de transmettre leur expérience et leur affection. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit cheval? Un zèbre. Et il s'appelle Zou. Oh là là. Ça nous pousse à ne pas penser à nous, à penser aux autres. Puis c'est par les enfants que, quand ça monte, quand ils grandissent, qu'il y a un petit quelque chose qui reste. Chaque enfant peut s'exprimer, peut prendre son temps, peut poser ses difficultés aussi, hein, et puis être écouté. C'est très très important. Elle est gentille, elle s'occupe bien et puis elle nous aide. Même après l'école, Jeannette est utile et poursuit sa journée dans un centre social. Pour les enfants qui connaissent des difficultés comme Valentin, elle les épaule et les aide à se remettre à niveau. Ça, je crois que c'est toi, Valentin. Hein, c'est pas mon nom, c'est maman. D'accord? On m'apprend à lire et à écrire. Tu l'aimes bien? Il faut essayer de trouver ce qui leur convient le mieux pour qu'ils apprennent mieux et puis en même temps, ça nous aide aussi parce que dès qu'on a trouvé le hic, eh ben, ça y est, ça démarre. Hein. Cette rencontre de 2 générations est un investissement sur l'avenir. En transmettant sa mémoire aux enfants, Jeannette sait qu'elle enrichit leur premier pas dans la vie.
L'actualité internationale avec cette décision d'importance du cabinet israélien qui à l'unanimité approuve le retrait des troupes israéliennes du Liban Sud d'ici juillet, entérinant ainsi le plan du Premier ministre Ehud Barak. Ce retrait s'effectuera qu'il y ait ou non accord avec Beyrouth et la Syrie. Au Chili, le fils d'Augusto Pinochet tenait aujourd'hui une conférence de presse. Sa fille avait déjà déclaré qu'il n'était pas question que son père renonce à son mandat de sénateur à vie et le doute s'installe quant à l'éventualité d'un jugement de l'ancien dictateur, toujours protégé par l'immunité à vie. Dominique Derda. Elle ne le verra pas, le général Pinochet, mais l'officier des forces spéciales auquel elle confie son bouquet promet à ses parents qu'ils peuvent compter sur lui. Il livrera bien les fleurs à l'ancien dictateur. 2 jours après son retour au Chili, Augusto Pinochet n'a pas quitté sa luxueuse résidence à l'est de Santiago. Mais sa présence à elle seule suffit à raviver les tensions entre ses partisans de toujours et ses adversaires, entre les militaires et le pouvoir civil. Ricardo Lagos, le président élu, n'a toujours pas digéré l'accueil triomphal réservé vendredi par les forces armées à leur ancien commandant en chef. À une semaine de sa prise de fonction, le futur chef de l'État frappe du poing sur la table. Je suis triste pour le Chili et je m'engage à ce que dans mon gouvernement, nous prouvions au monde entier que nous sommes bien un pays démocratique. Un pays où le président élu par le peuple commande, où les forces armées obéissent et ne se mêlent pas de politique. Si Pinochet pour l'instant ne dit mot, ses fidèles, eux, pavoisent et ses enfants se chargent des relations publiques. Elle, c'est Jacqueline, la petite dernière. À l'heure actuelle, dit-elle, mon père n'a aucune aspiration politique. Il ne veut même pas parler. Mais de là à renoncer à son siège de sénateur à vie, non, ça vraiment, je ne peux pas l'imaginer. Ensuite, c'est au tour de l'aîné des Pinochet. Il s'appelle Augusto, comme son père. Lui, il vient prêcher la réconciliation nationale. Le gouvernement qui prendra la relève le 11 mars prochain, dit-il, n'a pas besoin d'un climat de haine et de vengeance, mais au contraire, de l'adhésion de tous les Chiliens. Au Congrès national à Valparaiso, le sénateur Pinochet pourrait fort bien demain, s'il le voulait, retrouver son fauteuil. Ce serait alors le début d'une crise politique majeure, la promesse d'un automne agité, après l'un des étés les plus chauds qu'ait connu le Chili. Aux États-Unis, la campagne électorale entre dans la grande ligne droite, l'heure de vérité pour les candidats qui participeront au traditionnel Super Tuesday, ce super mardi qui devrait départager les candidats des 2 camps. Étienne Lénart. Dans la complexe cuisine électorale américaine, c'est donc une semaine décisive qui s'annonce. Pour bien comprendre, il faut se souvenir que ces élections primaires sont destinées à départager les candidats à l'intérieur de chacun des partis. Les électeurs votent, mais ce sont des délégués qui les représenteront et entérineront leur choix lors des grandes conventions démocrates et républicaines de l'été. Et si ce super mardi est tellement important, c'est que des primaires sont organisées dans 16 États le même jour, notamment la Californie et l'État de New York, 16 États qui représentent à eux seuls 60% des délégués. Ce qui rend ces primaires plutôt difficiles, c'est que la législation qui définit les formes de scrutin varie d'État en État, exigeant ainsi des candidats, des formules, des stratégies, des tactiques différentes. Dans sa rude bataille, genre guerre des étoiles pour l'investiture du Parti républicain, John McCain, l'ancien du Vietnam, a laissé des plumes. Même si une surprise n'est pas à exclure, tous les sondages le donnent perdant face à George W. Bush, le fils de l'ancien président américain. Et si les sondages ont raison, McCain devra alors décider s'il continue la course. Est-ce que McCain voudra se battre, suivre une stratégie à la vietnamienne, du jusqu'au boutisme, quoi qu'il arrive, même si l'arithmétique lui dit qu'il ne peut pas gagner cette investiture du parti, ou alors, gracieusement, décidera-t-il que le moment est venu pour lui de se retirer. Dans le camp démocrate, Al Gore, le vice-président, est loin devant Bill Bradley, l'ancien basketteur professionnel dont le message de gauche a peu rencontré l'opinion publique américaine. Les analystes parient donc à l'issue de ce super mardi sur un combat des chefs entre Al Gore et George Bush. Un combat qui s'annonce long. L'élection présidentielle n'est prévue que dans 8 mois, le 7 novembre prochain. Parcours exemplaire pour cette petite entreprise française qui travaille pour le Pentagone. Une histoire qui ressemble au rêve américain puisque le directeur d'une petite PME de Grenoble, grâce à la technologie qu'il a mise au point, va équiper de ses câbles Made in France les futurs chasseurs de l'armée américaine. Patrice Pellet, Pierre Moscovici. La spécialité d'Yves Michnik, c'est la fabrication de câbles pas comme les autres.
Son dernier produit, le voici. C'est un câble tout en argent. Un câble si performant qu'il sera installé sur les 2 prochains chasseurs de l'armée américaine. Le F-22 Raptor, en production chez Lockheed Martin, et le futur X-32, encore en gestation chez Boeing. Ces 2 avions remplaceront à terme tous les autres chasseurs américains. Le secret de ce câble, c'est sa composition. Une âme en argent permettant un haut débit de passage d'informations, puis 4 couches d'isolant et pour finir, une gaine extérieure, faite elle aussi d'argent. Dans la gaine, les informations sont piégées à l'intérieur. L'avion devient moins détectable aux radars ennemis, un produit unique au monde. Disons qu'on est les seuls à pouvoir maintenant faire ces câbles avec une précision telle qu'on est quasi assuré de la qualité de ce câble en finale. Le prix au mètre est à la mesure de la technologie, entre 200 et 360 000 francs selon l'épaisseur. Et quand on fait l'opération, 15 km de câble par avion, multiplié par 4000, c'est-à-dire le nombre de F-22 et de X-32 prévus, on comprend mieux l'enjeu économique pour la société de Grenoble. Dommage que les Français n'aient pas perçu plus tôt les performances de ce produit. Il a fallu qu'on vende aux États-Unis, qu'on vende dans un certain nombre de pays pour que finalement on s'intéresse à nous. C'est mon regret. Je pense qu'on aurait pu travailler ensemble plus rapidement. Depuis 2 ans, la société engrange les bénéfices. 3 machines vendues aux États-Unis, 10 en Grande-Bretagne, mais pas une seule en France. Les Américains ont demandé à Michnik de s'établir aux États-Unis. Dans quelques mois, ce sera chose faite. Pour l'atterrissage du Français, de l'autre côté de l'Atlantique, il est prévu de déployer le tapis rouge. En Suède, l'épreuve de ski de fond la plus longue du monde, soit 90 km, quelques 16 500 fondeurs amateurs et professionnels ont pris le départ de la Vassalopette. C'est finalement un Estonien qui a remporté cette compétition en 4 heures, 14 minutes et 45 secondes. Le retour de Laurent Fignon, 6 ans après avoir abandonné la compétition, l'ancien champion se lance un nouveau défi. Il a racheté la course Paris-Nice, dont le départ était donné cet après-midi à Vincennes. Portrait d'un coureur devenu gestionnaire, Nathanaël de Rinxin, Thierry Breton. Tout a changé dans la vie de Laurent Fignon. L'ancien coureur au caractère affirmé a appris à communiquer. En dépit d'une journée chargée, le double vainqueur du Tour prend le temps de bichonner ses partenaires. Laurent Fignon organise son premier Paris-Nice. Il a engagé son nom et son argent dans cette aventure. Alors il faut que ça marche, quitte à mettre la main à la pâte. On a eu les pires difficultés pour mettre en place ce Paris-Nice, mais maintenant ça y est, c'est en place, donc il n'y a plus de problème. Il fallait que ça parte, voilà. C'est parti, c'est bon. Laurent Fignon est toujours aussi populaire. 6 ans après son retrait du peloton, il attise toujours autant la curiosité des médias. Pendant des années, Laurent Fignon, à travers ses victoires, comme à travers ses échecs, a monopolisé l'attention du public. En 1989, son duel perdu face à Greg LeMond reste un des grands moments de l'histoire du Tour de France. C'est grâce à cette carrière que Laurent Fignon a pu racheter Paris-Nice. Les anciens propriétaires de la course admirent le champion français. Moi j'ai pensé que c'était mieux que ce soit Laurent, un ancien champion. Pour moi ça me semblait plus une filiation normale. Puis il le voulait tellement, il était tellement acharné que bon, à la fin son obstination m'a convaincu. Fignon veut dépoussiérer le vélo. Cet après-midi, en récompensant Laurent Brochard, son premier leader, il a officiellement commencé sa seconde carrière, organisateur de courses professionnelles. Et comme Fignon a encore de l'ambition, il veut faire de Paris-Nice la deuxième course française, juste après le Tour. On connaît désormais les 2 derniers clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Strasbourg a battu le Paris Saint-Germain 1-0 grâce à ce but inscrit à quelques minutes de la fin par Teddy Bertine. Monaco s'est également qualifié en marquant 4 buts au club amateur de Pontivy. Axel Red en tournée avant le Zénith à la fin du mois de mars. La Rousse Flamande, auteur, compositeur et productrice, cumule tous les succès et tous les bonheurs. Axel Red est notre invité, mais d'abord cette évocation avec Laurence Piquet et André Issora. Elle aime chanter le quotidien, les choses simples qui ont l'air de rien.
puise beaucoup de ma vie personnelle, mais aussi de ce que je vois autour de moi. J'adore observer les gens. Me mettre sur une terrasse et observer. Maintenant, ça va moins bien parce que maintenant, c'est moi qu'on l'observe. Tu souris ce matin, voilà justement une chanson qui nous raconte son plaisir à aimer ce qui a l'air de banalité. Ce matin, si ça rend les gens heureux, que ça puisse leur dire, écoute, il te suffit d'un sourire de quelqu'un qui t'est cher pour que tu fasses quand même une belle journée. Donc ce sont des petits messages et je crois que c'est là le rôle de la musique pop. Son dernier tube, Parce que c'est toi, ne l'empêche pas de rester gamine. Elle vous présente toute son équipe pour sa maison de disques et même la cuisinière anglaise. Américain, anglais, hollandais, belge. Joyeuse équipe internationale, demandez à présent à Axel Red ce qui manque à son bonheur professionnel. Le fait de ne pas être sûr que je vais encore X temps d'années trouver l'inspiration pour composer, pour écrire, pour trouver de nouveaux sons. Quand je prends mes exemples dans ce sens-là, c'est clair, c'est un Cabrel, c'est un Souchon. Le désir de durer, il faudra encore patienter pour le combler. En attendant, Axel Red savoure ce que la vie lui a déjà donné, un bébé et un public enthousiasmé. Axel Red, bonsoir. Victoire de la musique l'année dernière, 10 ans de carrière, vous remplissez les salles, un troisième album qui marche formidablement bien. On a l'impression que tout vous réussit, ça doit faire drôlement peur. Ça me fait peur, oui. Et quand même, des fois, il m'arrive encore le matin, je me dis, je m'énerve pour des petites choses et je me dis, mais j'ai pas le droit parce que pour l'instant, tout va bien. Mais quand même, je veux dire, entre la théorie, comme ma chanson ce matin le dit, entre ma théorie et la pratique, c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que pour l'instant, tout va trop bien. Ça me fait vraiment peur. Alors, un spectacle, dites-vous, c'est un peu comme enfin en tout cas vous, ce spectacle, c'est un peu comme une symphonie. Ce n'est pas une succession de succès, une succession de chansons. On a l'impression que vous ouvrez la porte de votre univers. En quelques mots, comment vous définiriez cet univers? Mon univers, oui. Ou quand je fais un spectacle? Les deux. Les deux. Ben, c'est-à-dire que on donne beaucoup de soi-même. Je veux dire, moi, quand je compose, quand j'écris, en concert aussi, je veux dire, on donne beaucoup de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et en même temps, on ne peut pas tout donner parce que, je veux dire... Mais vous travaillez toujours avec des mots... Alors, vous êtes auteur, je crois que c'est important de le dire. Compositeur, vous travaillez avec des mots simples, des mots du quotidien, parfois des mots graves. Vous êtes inscrite dans la vie. C'est-à-dire que, oui, mais il y a des chansons que je puisse vraiment, qui viennent vraiment de ma propre vie. Je pense à Parce que c'est toi, il ne faut pas faire un dessin. Mais une fois que la chanson elle est faite, qu'elle est sur l'album, je me sens, elle n'est plus à moi. Je veux dire, les gens s'approprient, ils en font leurs histoires et donc je n'ai plus de gêne non plus. Mais une chanson par exemple comme Rester femme, c'est complètement inspiré sur mes copines qui m'ont raconté toutes leurs histoires avec les hommes et je me disais écoute, je vais écrire une chanson où justement l'homme trouve sa femme idéale, une femme qui ne demande pas de l'appeler qu'on n'y rentre pas, qui porte que des bas noirs, qui regarde pas les cirés à la con. Donc je puise un petit peu de tout. Donc vous êtes authentique, parfois une forme de candeur. Tout le monde ne le sait pas, mais vous avez fait vos études de droit. Vous avez été, je crois, quelques semaines avocate. Qu'est-ce que vous gardez de ce parcours universitaire? Ce qui était surtout bien, et je veux dire là ça a beaucoup changé je crois, mais j'avais choisi le droit à l'époque parce que, d'une part parce que je voulais faire complètement autre chose à côté de la musique, parce que j'ai continué la musique quand même pendant mes études. D'ailleurs j'ai eu mon premier succès en première licence. Et là c'était pas évident de combiner les deux. Pendant l'examen j'étais en studio mais ce que je garde surtout, c'est qu'il faut une certaine rigueur pour réussir l'examen, ça tout le monde le sait. Mais vous êtes une battante, vous êtes ambassadrice de l'UNICEF. On a l'impression que les grandes causes, en tout cas la lutte contre une certaine forme d'injustice, ça vous concerne? Oui, ça me concerne. Une chanson comme Ma prière, c'est pas comme ça. C'est pas une chanson légère. Je veux dire, oui, ça devient léger parce que c'est une chanson
pop inspiré de soul, mais je veux dire c'est de la pop musique. Mais si j'ai fait quelque chose si je suis ambassadrice pour UNICEF, c'est parce que je me dis j'ai pu réaliser un rêve d'enfant, je voulais être chanteuse et je veux donner la possibilité aux autres. Et c'est toujours difficile parce qu'avant je voulais pas, je faisais des choses, comment dire, bénévoles, mais je voulais pas que mon nom soit associé à ça parce que ça fait vite, tu le fais parce que ça fait bien pour ton nom et c'était pas le but. Mais là je pars au Laos bientôt et quand je vois des images encore là comme ça là, à l'écran, vous êtes concernée? Oui, il n'y a pas que, c'est pas juste pour me déculpabiliser quoi. Et la seule fois où j'ai vraiment pu utiliser mon diplôme de droit, c'est justement en Haïti, quand j'étais pour UNICEF. J'ai eu une conversation assez longue avec le ministre de la Justice, parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et je ne crois pas qu'il a changé plein de choses à cause de moi, mais au moins il est conscient qu'on est au courant de ce qui se passe là-bas. Merci Axel Red d'avoir été notre invité. Ça va très vite. Oui, ça va trop vite. Bonsoir. Enrico Macias a décidé de reporter sa tournée en Algérie. Il ne s'agit pas d'une annulation, mais en raison des difficultés matérielles concernant l'organisation du voyage et de la polémique suscitée par la venue du chanteur juif pied noir, Enrico Macias ajourne ses 6 concerts initialement prévus en mars. Et puis on a appris ce soir le décès de l'actrice Lolo Ferrari, qui est morte dans sa maison près de Grasse. On ignore pour l'instant les circonstances exactes de son décès. Elle était âgée de 30 ans et d'après les premières constatations du médecin légiste, il s'agirait d'une mort naturelle. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les 2 principaux titres. Après 8 jours bloqués dans une grotte de Savoie, la lente remontée à la surface de Sylvaine Martel sur une civière. Elle est sortie en fin d'après-midi. Un autre secouriste blessé devrait sortir dans les heures qui viennent. La visite en douce de Dominique Voynet au Salon de l'Agriculture par la Petite Porte pour une photo sans rencontrer les exposants. Gaffe ou provocation, sujet à polémique. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h55, les hommes de Londres avec Mélanie Griffith, 23h50, le dernier journal Florence Duprat. Demain, 7h50 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Françoise de Panafieux, 13h, le journal Carotte Gessler, Rachid Arabe. À 20h, vous retrouvez Claude Sérillon. Et puis à 22h30, demain soir, la sécurité dans nos assiettes sera le thème de l'émission de mots croisés en deuxième partie de soirée. Après l'épidémie de l'hystériose, les craintes soulevées par de nouveaux cas de vache folle en France. Y a-t-il de vrais risques pour le consommateur? Sont-ils assez informés? Débat sur la sécurité alimentaire avec des scientifiques et des représentants de la distribution des consommateurs, et notamment Luc Guyot, président de la FNSEA. Je vous remercie de votre attention. Ainsi se termine ce journal. Excellente fin de soirée sur France 2.